Citoyens du monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors le mercato est fini depuis quasiment une semaine, mais pour moi ça ne s'arrête jamais vraiment, puisque j'avais envie de parler du mercato lillois, de tirer un petit peu un bilan sur ce qui s'est passé cet été dans le Nord. Alors pourquoi Lille? Pourquoi j'ai envie de faire un épisode sur eux? Tout simplement parce qu'on savait que ça allait être un peu un été charnière pour les Dogs. Alors à plusieurs sens, évidemment, de nombreux départs libres qui étaient déjà anticipés depuis pas mal de temps. Angel Gomez, Cabella, Jonathan David, mais aussi des départs de cadres qui sont intervenus cet été, alors que peut-être qu'on aurait pu espérer les voir rester une saison de plus. Je fais évidemment référence à Bafodé Diakité, mais aussi à Lucas Chevalier qui a pris la direction du Paris Saint-Germain. Et donc, en plus de ça, il a fallu que Lille compte aussi un peu ses sous, comme tous les clubs français, crise économique, donc il fallait malgré tout ne pas être complètement fou sur le marché des transferts, mais en même temps aller chercher de nombreux joueurs, parce qu'il y a eu beaucoup d'arrivées cet été à Lille. Il a fallu renforcer vraiment cet effectif qui avait perdu et en qualité et en quantité, et justement sur ce deuxième aspect là c'est très important, parce que Lille est toujours un peu dans sa mission de réussir à faire rayonner le club à l'échelle européenne. Ils l'ont très bien fait la saison passée en Ligue des Champions, mais là les recrues elles vont pas avoir beaucoup de temps pour s'adapter à Lille, puisque rapidement il va y avoir l'arrivée de l'Europa League, il y a déjà la Ligue 1, il y aura la Coupe de France, bref, Lille va devoir de nouveau jouer sur les trois tableaux, et ce malgré un été qui a été un petit peu chamboule-tout dans le Nord. Donc c'est pour ça que j'avais envie de parler un peu de tout ce qui s'est passé, de comment Olivier Létang a géré la situation, et comment à mes yeux Lille a vraiment réussi son mercato. Donc voilà, l'objectif c'est qu'on essaye de faire une vidéo un minimum structurée. On va commencer par les départs, après on parlera un peu des arrivées, et puis on conclura un peu avec une forme de revue d'effectifs et de ce à quoi on pourrait s'attendre cette saison, autant en Ligue 1 qu'en Europa League. Donc voilà. On attaque du coup avec les départs, avec ceux du coup qu'on pouvait déjà anticiper, les trois départs libres, je pourrais même en rajouter un quatrième. Donc Jonathan David qui lui après 4 saisons pour le coup de bons et loyaux services avec les Dogs a pris la direction de la Juve cet été librement. Donc on se souvient à l'époque quand il était arrivé je crois pour 30 millions d'euros en provenance de la Gantoise. Je crois que la saison qui suit Lille est sacrée championne de France avec Lille est sacrée champion de France avec Christophe Galtier, et lui explose à ce moment là avec Burak Yilmaz, et même après le départ du Turc, eh bien, il a continué à être vraiment le serial buteur du LOSC jusqu'à la saison dernière, où encore une fois, il est sur la photo de famille de la victoire face au Real. Voilà, il fait encore partie des grands artisans de la bonne saison lilloise en Ligue des Champions. Alors c'est vrai que sur la fin de saison dernière, on a vu un Lille qui pêchait un peu plus physiquement, lié aussi au fait qu'ils avaient démarré la saison très tôt, bien avant tout le monde, dès le début du mois d'août, avec des déplacements en Turquie, à Prague, etc. Donc voilà, néanmoins, lui, Jonathan David, a fait quasiment que des bonnes saisons, on peut même le dire, hein, il a fait que des bonnes saisons à Lille, et son départ libre, c'est vrai qu'il peut y avoir la frustration que Lille n'ait pas pu en tirer de l'argent, puisqu'il y a eu un gros investissement qui avait été fait sur lui à l'époque, que en plus de ça le joueur s'est plutôt bien valorisé à Lille. Néanmoins d'été en été on se disait ça y est il va partir, et à chaque fois il restait et il plantait une nouvelle belle saison. Donc voilà, Jonathan David là ça y est c'est la bonne, il a signé à la Juve après un moment où on a cru qu'il allait signer au Napoli, en tout cas son avenir s'écrivait en Italie. C'est chose faite, donc Jonathan David à la Juve, donc ça a été officialisé très tôt dans la saison avec une vidéo de départ, etc. Autre joueur libre qui lui avait brillé plus à l'époque sous Paulo Fonseca, c'est Angel Gomez qui a pris la direction de l'Olympique de Marseille, donc milieu de terrain de poche, très technique. Assez polyvalent aussi au milieu de terrain, capable d'épauler Benjamin André un cran plus bas, mais aussi de jouer numéro 10 en soutien de Jonathan David. Lui, là, on l'a très peu vu la saison passée, puisque je pense qu'il avait été écarté parce qu'il voulait pas trop prolonger, etc. Et je crois qu'il y avait eu une autre raison aussi, je me souviens plus trop. Néanmoins, il est quand même devenu international anglais en étant un joueur du LOSC. Donc voilà, il a vraiment explosé sous les couleurs de Lille. À l'époque il avait été prêté à Boavista, c'est ça qui l'avait révélé au Portugal. Il était revenu en France et il avait un peu explosé avec Paulo Fonseca. Donc voilà, il quitte le club librement, mais il reste en France puisqu'il a signé à l'Olympique de Marseille. Et pour le moment, je trouve que ses débuts sont un peu compliqués, du moins en Ligue 1. Là, la paire avec Højbjerg au milieu de terrain, c'est pas encore complètement rodé à l'OM, mais bon, évidemment, c'est encore que le début. Et vu les qualités du joueur, ça m'étonnerait pas évidemment qu'il monte en puissance tout au long de la saison. Deux autres joueurs libres ont quitté le club. Rémi Cabella, évidemment, ça ne vous aura pas échappé, qui a signé à l'Olympiakos. Donc ça c'était un départ attendu, assez logique, dans le sens où c'est vrai que Cabella arrivait vraiment en fin de cycle.
sa saison elle est pas mauvaise, mais on sentait que c'était vraiment la fin de l'aventure, que c'était voilà, une page qui se tournait, et donc il va terminer sa carrière du côté de l'Olympiakos. Et puis un autre joueur un peu plus âgé qu'on s'attendait pas forcément à voir en fin de cycle parce qu'il avait encore été très utile au LOSC la saison passée, c'est Ismaili, puisque Lille a perdu ses 2 latéraux gauche cette saison. Ismaili, on a longtemps cru à une prolongation. Alors il me semble que c'est le joueur qui a refusé une prolongation, mais que Lille n'a pas vraiment insisté. Au final, les Lillois sont allés recruter 2 latéraux gauche sur ce mercato, et donc Ismaili est toujours là, libre de tout contrat. Et ce, malgré tout, 3 belles saisons, je trouve, à Lille, plutôt consistantes, avec la concurrence avec Gudmundsson. À chaque fois, il a réussi à tirer son épingle du jeu. Gudmundsson était un profil un peu plus offensif. Lui, c'est vrai qu'il était là, notamment dans les grandes affiches, face à Dortmund, etc. Donc voilà, Ismaili qui quitte le club après 3 belles saisons également. Encore une fois, un pari réussi du recrutement d'Olivier Létang à l'époque. Donc voilà. Donc là, on a fait un peu le tour des départs des joueurs libres. Donc il y a quand même, on va pas se mentir, une belle perte côté lillois avec des joueurs qui auraient pu rapporter de l'argent via des indemnités de transfert. Évidemment, Jonathan David et Angel Gomez, il peut y avoir de la frustration vis-à-vis de ça. Et comme Lille, du coup, avait besoin malgré tout de liquidité, il y a eu des gros départs qui se sont rajoutés à tout ça cet été, puisque Lille avait besoin de vendre. Gabriel Gudmundsson est parti à Leeds pour 11,5 millions, donc le latéral gauche suédois. On a eu Edon Zegrova qui est parti en toute fin de mercato, qui allait rejoindre son pote Jonathan David à la Juve. Donc là, je crois que c'est quasiment 20 millions d'euros pour un joueur qui était à 1 an de la fin de son contrat, qui était blessé sur les 6 derniers mois. C'est très bien vendu de la part du LOSC, on peut le dire. Et puis les 2 très gros départs qu'il y a eu évidemment en plus, c'est Lucas Chevalier qui quitte Lille, qui prend la direction du Paris Saint-Germain pour un peu plus de 50 millions d'euros, et puis Bafodé Diakité, je crois que c'est quasiment 40 millions d'euros pour rejoindre Bournemouth, puisqu'il va être le remplaçant de Zabarni, qui lui aussi a signé au PSG, du coup chez les Cherries en Angleterre. Donc voilà, pas mal de départs malgré tout. À ça on peut rajouter l'option d'achat de Andrei Ilic qui a été levée, le départ définitif de Alan Virginius au Young Boys de Berne, ça aussi ça a été validé. Donc bon, on s'en sort quand même, je crois, avec plus de 120 millions de revenus transferts liés à des dépenses, donc liés à des départs, excusez-moi. Donc évidemment, dans un contexte où Lille avait besoin d'argent, Olivier Létang a réussi à faire sortir des joueurs. Sauf que maintenant, le chantier il était connu au total, parce qu'il y a eu quand même pas mal de départs. À ça, on peut rajouter notamment le prêt de Thiago Moraes, le prêt de Mohamed Bayo. Au final, ils ont prêté également d'autres jeunes comme Olmeta, Cossier, Vincent Burlet, etc. Donc le chantier était connu à Lille. C'est-à-dire que là, l'effectif était complètement chamboulé. Et donc, il fallait que le LOSC soit bon dans son recrutement. Au total, sur l'année, il y a eu 19 départs. Il y a eu 22 départs, excusez-moi, et 19 arrivées, donc c'est pour dire à quel point l'effectif a été chamboulé là sur les 12 derniers mois. Et donc Lille a commencé son mercato gentiment en allant remplacer Vito Mannone, qui était le gardien doublure de Lucas Chevalier. Ils sont allés chercher Arnaud Baudard à Lille, qui était en fin de contrat et qui a fait d'ailleurs les matchs de préparation suite au départ de Lucas Chevalier et à l'arrivée de Berkeheuser. Du coup, Berkeheuser qui est le remplaçant au poste de gardien de but de Lucas Chevalier. Alors, Berkeheuser, moi je l'ai pas mal suivi en Super League turque l'année dernière avec Eyüpspor. C'est certainement le meilleur gardien de la saison passée en Super League turque. Le Fenerbahçe Galatasaray le surveillait de très près. Surtout là avec Muslera qui était en fin de cycle, je pense que c'était le meilleur gardien du championnat turc l'an passé. C'était vraiment la surprise, une des révélations de la saison. Donc j'étais quand même assez surpris de voir Lille aller chercher en Super League turque pour aller remplacer son gardien, parce que c'est vrai que ces dernières saisons il y a pas mal d'exemples de joueurs qui arrivent du championnat turc où ça le fait pas trop en France, surtout que quand c'est des grands clubs turcs, souvent il y a aussi des salaires qui sont importants à prendre en charge. Là au moins l'avantage c'est que comme il vient de Eyüpspor, je pense que son salaire est assez raisonnable pour le LOSC, d'autant que Lille du coup s'est bien renfloué les caisses cet été. Et donc Berkeheuser, bon pour l'instant en tout cas là ces 2 derniers matchs étaient pas mal. Je me souviens plus si c'était lui qui était dans les buts face à Brest, mais c'est vrai que c'était un peu plus compliqué sur ce match là. Mais en tout cas que ce soit le match face à Monaco ou le match là face à Lorient, c'était très sérieux de sa part. Donc voilà, à voir si ça prend. Moi c'est une piste sur laquelle je suis assez mitigé. C'est-à-dire que bon, tu sais ce que tu perds avec Lucas Chevalier, tu sais que Berkeheuser ça va être un cran en dessous pendant très longtemps. Mais voilà, il faut déjà que Lille retrouve une forme de sérénité vraiment défensive. Et ça pourra, en tout cas je pense qu'il est dans le bon club pour s'adapter à la vie française, pour s'adapter aussi à la Ligue 1. Il y a un bon vestiaire, c'est assez vivant. En tout cas voilà, à voir. Moi je suis quand même assez mitigé parce que effectivement les joueurs qui arrivent de Turquie, on a plein d'exemples où ça le fait pas trop. Mais voilà, pour le moment,
voilà, j'ai un peu de mal à me décider parce que malgré tout, c'est un garçon qui a quand même pas mal de talent, qui est assez grand, etc. Donc voilà. Au poste de latéral gauche, 2 arrivées, un ancien de Ligue 1, Romain Perrault, ancien joueur du Paris FC, ancien joueur de Nice et du Stade Brestois. Donc Romain Perrault qui a d'ailleurs marqué la face à Lorient lors de la débâcle infligée aux Morbihanais par le LOSC 7-1. Romain Perrault a inscrit le premier but lillois, donc un profil assez offensif, Romain Perrault malgré tout, qui a quelques lacunes sur l'aspect un peu défensif. C'est aussi pour ça que ça ne l'a pas trop fait du côté du Real Betis. Bon, à voir. En tout cas, je pense encore une fois qu'au même titre qu'au poste de gardien de but, là pour le coup, Lille perd vraiment en qualité sur ce poste de latéral gauche. Ils ont tout de même pris un joueur avec un profil un peu plus défensif en fin de mercato avec l'arrivée de l'Indonésien Calvin Verdonk, que je connais très bien, qui joue à Nimègue en Eredivisie, qui jouait même défenseur central à Nimègue par séquence pendant longtemps. Donc c'est pour dire à quel point c'est un profil vraiment défensif. Donc à voir ce que ça donne avec le LOSC. Je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils font et Olivier Letton nous a prouvé à maintes et maintes reprises tout son savoir-faire justement sur le mercato. Donc voilà, un profil offensif, un profil défensif, 2 joueurs avec des lacunes qui ne sont pas forcément des latéraux très complets, mais qui sont amenés, là par exemple, le faire jouer Romain Perrault face à une équipe en manque de confiance comme Lorient, ça a payé puisqu'offensivement il a beaucoup apporté. Peut-être que quand il y aura un match où Lille s'attendra un peu plus subir, ça peut être malin d'aligner Calvin Verdonk, ça va être à Bruno Genesio de s'adapter avec son effectif. Donc voilà, néanmoins par rapport à Gudmundsson Ismaili, pour moi il y a une vraie baisse en qualité. Mais voilà, c'est aussi normal, il y a eu des départs importants, il faut aussi laisser le temps à toutes ces nouvelles recrues, même si là on a affaire quand même à 2 profils assez âgés, Calvin Verdonk ça doit être 28 ans, et puis Romain Perrault 27 ans, donc voilà. En défense centrale, on sait que Lille a perdu Bafodé Diakité, il y a toujours Aïssa Mandi qui est au club mais qui enchaîne les blessures, donc en gros il y a 2 défenseurs centraux qui sont arrivés cet été au LOSC pour épauler l'indéboulonnable Alexandro. Chancel Mbemba est arrivé lors du dernier jour du mercato, ça faisait 1 an qu'il ne jouait plus avec l'OM, on sait toujours pas vraiment ce qui s'est passé à Marseille. En tout cas Mbemba il est passé de taulier du Vélodrome, même chouchou des supporters, à plus du tout désiré par Roberto De Zerbi et par la direction olympienne. Donc voilà, il se retrouve libre de tout contrat cet été, donc suite à la fin de son contrat avec Marseille. Et puis il a longtemps cherché un projet, on savait pas trop ce qu'il allait advenir de lui cet été. Et puis ça s'est décanté lors du dernier jour du mercato avec Lille qui était à la recherche d'un défenseur central expérimenté, qui avait sondé l'ancien Nantais Diego Carlos et qui s'est finalement tourné vers Chancel Mbemba pour renforcer sa défense. Et puis du coup un profil un peu plus expérimenté et un profil également assez jeune à faire développer, Nathan Ngoy, défenseur central belge, sujet aussi à quelques blessures, mais quand il n'est pas blessé il a un potentiel énorme, il arrive du Standard de Liège. Lille a quand même claqué 3 millions d'euros pour sa venue, donc c'est à peu près des montants similaires à ce qui a été dépensé et sur Romain Perrault et sur Calvin Verdonk. Mais voilà, c'est assez intéressant. On a vu ses premiers matchs à Nathan Ngoy, même à la relance et tout. Moi je pense que ça va largement le faire avec Alexandro. C'est le remplaçant de Bafodé Diakité et je pense que c'est une très belle prise de la part du LOSC. Espérons pour lui qu'il ait plus ses pépins physiques comme il a pu avoir la saison dernière et même la saison d'avant lorsqu'il s'est révélé au Standard de Liège. Néanmoins voilà, il a quand même pas mal d'avenir ce garçon là, donc on sent vraiment la patte lilloise de vouloir mêler expérience et jeunesse avec ce poste de défenseur central où Lille est allé chercher un taulier de 31 ans en la personne de Chancel Mbemba avec toute son expérience et un défenseur plus jeune à faire développer comme Nathan Ngoy et qui montre déjà de belles choses en Ligue 1. Donc voilà, pour ce qui est de l'aspect défensif avec le gardien, les latéraux et du coup le poste de défenseur central. Ensuite, on l'a dit, Lille, il y a un secteur de jeu où ils n'ont pas du tout été embêtés cet été, même si ça aurait pu en cas de départ de Benjamin André, mais au final le capitaine reste chez les Dogs et a prolongé d'1 an il me semble dans le Nord. Donc s'il y a un poste où ça n'a pas du tout bougé dans le Nord, c'est bel et bien au milieu de terrain. Alors certes le départ d'Angel Gomes est arrivé cet été, mais il était anticipé du coup comme je l'ai dit depuis déjà 1 an. Au final il y a Ayoub Bouhadi qui s'est révélé entre temps. André Gomes est toujours au club malgré le fait qu'il devrait voir son temps de jeu bien baisser. Ngaïel, je galère vraiment à dire son nom. Ngaïel Mukao est toujours au club même s'il s'est blessé en début de saison. Et puis évidemment sans oublier Nabil Bentaleb qui l'an passé a très peu joué lié à ses soucis cardiaques et qui là commence à revenir peu à peu dans l'effectif lillois. Donc au milieu de terrain ça n'a pas du tout bougé. Par contre offensivement, comme je l'ai dit, départ de Zegrova, départ de Cabella, départ de Jonathan David, bref,
même de Mohamed Bayo, même si ça c'est un petit peu moins important et ça a été un peu plus anticipé. Et du coup, Lille a dû sortir le chéquier offensivement. Marius Broholm est arrivé de Rosenborg en Norvège, donc c'est un ailier norvégien de 20 ans qui a fait l'Euro Espoir avec l'équipe de Norvège Espoir justement, gaucher, ailier droit. Je dirais, c'est la recrue offensive qui s'est le moins illustrée pour le moment. Là, on a vu sa première mi-temps face à Lorient était pas bonne du tout. C'est-à-dire que c'est pas un joueur qui se cache, hein, on le voit souvent balle au pied. Mais c'est trop brouillon encore dans l'utilisation du ballon. Alors évidemment, il vient d'arriver en Ligue 1, il faut qu'il s'adapte. Mais voilà, en tout cas, ses débuts, c'est un petit peu compliqué pour le moment. À voir évidemment ce que ça va donner. Il a que 20 ans. Moi, en tout cas, je pense que ça reste une bonne pioche. Et j'ai la conviction qu'il finira par prendre le relais, si ce n'est dans un an, parce que là c'est vrai qu'il y a encore du monde devant lui au poste d'ailier, avec du coup Félix Correa qui est l'autre recrue, avec Mathias Fernandez Pardo et avec du coup Osame Sarawi. C'est vrai que je pense que dans la hiérarchie des ailiers, parce qu'ils sont tous capables de jouer à droite et à gauche, dans la hiérarchie des ailiers, c'est vrai qu'il a peut-être un cran de retard, mais c'est pas grave, il a que 20 ans, il a été pris de façon pour s'inscrire dans le moyen terme, voire le long terme avec le LOSC, donc je pense que ça finira par le faire, peut-être que ce sera que en deuxième partie de saison. On a plein d'exemples comme ça à Lille, de joueurs qui ont mis du temps et qui ont fini par exploser, parce que globalement, le projet sportif est sain, il est bien orchestré, et puis Bruno Genesio est toujours un entraîneur capable de faire progresser ses joueurs. Donc voilà, Marius Broholm pour le moment, des débuts compliqués en L1, mais c'est normal, il vient du championnat norvégien, il lui faut un peu de temps. Là où il y a un joueur qui est un peu plus rodé, c'est Félix Correa qui arrive de Real Vicente, qui était un de mes coups de cœur la saison dernière en Liga portugaise. Il arrive en Ligue 1, il est incroyable, je le trouve phénoménal. Déjà, il s'adapte très bien à la Ligue 1, à l'intensité des matchs, il y résiste parfaitement. Et il ne nous a pas fallu très longtemps pour s'en rendre compte, dès la 10e minute de jeu lors de la J1 face à Brest, avec cette fameuse passe, mais elle est sublime pour Olivier Giroud qui en une touche battra le gardien brestois. Mais une fameuse passe qui casse deux lignes un peu à l'aveugle, mais c'était parfait. Donc voilà, qualité de passe, de toute façon c'est simple, c'est le meilleur passeur de Ligue 1 avec 3 passes décisives en 3 journées. Donc voilà, il s'illustre déjà, ailier portugais qui s'est révélé avec Real Vicente la saison passée. Ailier gauche pour le coup, il est vraiment meilleur à gauche, même s'il a joué quelques matchs à droite dans son club l'année dernière, et même là, je serais pas surpris que cette saison à Lille, on le voit jouer également sur l'autre côté, parce que ça peut permettre aussi à Sarawi de jouer également à gauche et de rentrer sur son pied droit, comme on l'a vu lors de son entrée face à Lorient. Mais voilà, Félix Correa, c'est peut-être, pour le moment, c'est la vraie bonne surprise du mercato lillois, dans le sens où c'est un joueur, on aurait pu s'attendre à ce qu'il ait un temps d'adaptation, et visiblement, il est déjà rodé, il est déjà à fond, et ça marche super bien. Donc voilà, Félix Correa qui est arrivé pour 7 millions d'euros du coup de Real Vicente et qui fait déjà les beaux jours de l'attaque de Bruno Genesio. Le poste de buteur, évidemment, ça ne vous aura pas échappé. Il est là, Olivier Giroud, qui plante déjà. Alors malheureusement il s'est blessé pour la J3, mais ça n'empêche qu'il a été sur 2 buts en 2 matchs. Donc un but face à Monaco qui offre les 3 points à Lille dans le temps additionnel. Il claque également un but face à Brest. Et on sent déjà toute sa patte technique. C'est vrai que c'est un joueur qui est un peu cliché en France, qu'on a longtemps vu comme étant le bon vieux briscard à l'ancienne. Mais techniquement, Olivier Giroud, il aurait jamais eu une carrière comme ça s'il n'avait pas cette aisance-là. Alors c'est pas une technique comme on peut s'attendre à la Zegrova de percussion, etc. Non, mais Olivier Giroud, c'est sur ses contrôles de balle, sa science du placement. Il regarde jamais où est le but, il est toujours capable de mettre le ballon au fond. C'est impressionnant. Voilà, de toute façon, il sait pas pour rien que c'est le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Et quelle chance on a de l'avoir en Ligue 1, quelle prise de la part du LOSC. Et je m'en suis douté d'ailleurs au moment où il est arrivé, parce que son aventure, si elle n'a pas fonctionné aux États-Unis, c'est qu'il était dans une équipe qui jouait en contre-attaque. Et c'est vrai que pour le coup, Giroud a 1000 qualités, mais la vitesse, ça a rarement été la sienne. Mais bon, au final, c'était quasiment sûr, parce que même sa dernière saison à Milan était bonne, c'était quasiment sûr qu'en Ligue 1, surtout avec Lille qui a envie de poser le jeu, qui est capable d'avoir des joueurs qui sont capables de faire la différence pour Giroud, afin que lui n'ait plus qu'à pousser le ballon au fond via des centres, des passes à ras de terre. On se souvient d'ailleurs de son but face à Monaco, c'est un exploit de Mathias Fernandez Pardo avant. Mais Lille a ces joueurs-là qui vont être capables de pouvoir compter sur Olivier Giroud pour avoir de l'efficacité, pour être tranchant, et c'est une super prise. Et en plus de ça, le LOSC s'est offert un super buteur avec Hamza Gaman, 22 ans. Donc encore une fois, quand je parlais de ce choix de mêler expérience et jeunesse, on est encore une fois en plein dedans. Olivier Giroud, 38 ans, Hamza Gaman, 22 ans, qui s'est révélé complètement avec les Glasgow Rangers. On se souvient de son match face à Nice en Europa League, où il avait mis à mal toute la défense niçoise.
Bon, voilà, Hamza Igaman, là il a encore marqué hier avec la sélection marocaine. Il nous a montré sur 45 minutes face à Lorient, mais une palette mais tellement complète de vitesse, qualité de finition, placement. Voilà, et puis en plus de ça, on peut entrevoir aussi une complémentarité avec Giroud. Donc bon, voilà, ça y est, Lille en gros a déjà remplacé Jonathan David avec Igaman. Et en plus de ça, ils sont offerts avec Olivier Giroud le luxe d'avoir un attaquant diablement efficace et qui ne sera pas de trop à Lille parce qu'on rappelle quand même que Lille va jouer sur les 3 tableaux. Et donc j'en viens à mon dernier point, de la revue d'effectifs un peu lilloise, parce qu'on le sait, Lille va devoir jouer sur les 3 tableaux comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup d'arrivées, on s'en rend compte là en regardant l'effectif. Berkeuzer est là, Arnaud Baudard est là, Marc-Aurèle Caillard est toujours dans les buts en tant que 3e gardien. On sait que Lille est plutôt partisan, même à l'époque avec Benoît Costil qui avait fait grandir un peu Lucas Chevalier. Lille est toujours partisan d'avoir un gardien plus expérimenté pour faire progresser un gardien plus jeune qui est amené à devenir titulaire ou qui l'est déjà. Et bah voilà, ce schéma-là est appliqué à tous les secteurs de jeu à Lille, c'est ce que je trouve merveilleux. À quasiment tous les postes, tu as un mélange d'expérience et de jeunesse. André, Bouhaddi, Ngoy, Mbemba, Giroud, Igaman. Alors c'est vrai qu'au poste d'ailier, in fine, on se retrouve avec majoritairement des jeunes joueurs, mais l'année dernière il y avait Kabella, Sarawi. Donc voilà, c'est toujours ce mélange là où l'expérience amène la jeunesse à progresser, amène la jeunesse à se révéler, à se valoriser aussi, on va pas se mentir. Même Meunier, Thiago Santos en temps normal ça aurait voulu être ça. In fine, c'est vrai que le latéral portugais traîne une blessure assez importante depuis pas mal de temps. Pareil, Ousmane Touré, aussi un joueur très prometteur de Lille qui enchaîne les blessures. Donc voilà, néanmoins, au regard de cet effectif, il y a quand même certaines recrues où ça ne l'a pas trop fait. On va pas se mentir, Raphaël Fernandez, pour le moment, c'est très décevant. Depuis qu'il est arrivé à Lille, il enchaîne les prêts. Et même là, au Glasgow Rangers, quand il était en prêt, là, ces 6 derniers mois, c'était catastrophique. Donc voilà, même Hugo Ragoubert, qui était très bon à Dunkerque la saison passée, et qui là commence à avoir un petit peu de temps de jeu au milieu de terrain, on va pas se mentir, c'est aussi grâce à la blessure de Mukao. Mais je pense que ça peut lui permettre de se révéler. C'est un vrai bon prospect. Je l'ai vu jouer à l'époque, moi, au stade, quand il était au Mans, il était déjà très intéressant. Assez grand, gaucher, technique. Numéro 6, il a beaucoup progressé avec Luis Castro à Dunkerque. Il fait également partie de la rotation au milieu de terrain. Et puis Haraldsson, qui finalement, avec le départ d'Angel Gomez et de Jonathan David, je trouve, assume une forme de leadership offensif, dans le sens où c'est celui du coup qui dans l'ordre était là depuis assez longtemps, quoi, on va pas se mentir, qui était le fameux duo d'attaquants de Jonathan David la saison passée. On se souvient du match face à Dortmund où il était évidemment en vue. Donc voilà, Haraldsson va devoir continuer à affirmer ce leadership là à seulement 22 ans. Mais voilà, il y a plein de talents offensivement. Fernandez, Parto, Sarawi, Correa, Brohl, on sait qu'il finira tôt ou tard par se révéler. Ethan Mbappé, on en finit même presque par l'oublier. Alors évidemment entre blessures, mais aussi parce que je pense que à son poste, malheureusement, lui qui jouait un peu ailier droit avec Bruno Genesio, plutôt milieu droit / milieu de terrain par séquence. C'est vrai que là il y a un vrai embouteillage dans ces secteurs de jeu là. Et puis avec toutes ces blessures, pour le coup, Mbappé c'est le jeune joueur auquel je crois le moins dans cet effectif lillois, qui est très dense. Donc voilà, globalement, mon avis, voilà, Igaman, super coup. Berkeuzer, Romain Perrault, Verdonk, c'est vrai que je peux avoir quelques doutes, mais pour le reste, Mbemba, super coup. Correa, super coup. Ngoy, super coup. Giroud, Igaman, mais alors là, c'est de l'ultra vision. Et le tout avec une balance financière positive. Bon, là, en plus de ça, c'est pas les vraies sommes parce que Lille a vraiment eu un peu plus de revenus, mais avec une balance financière de plus de. Alors là, ils mettent plus de 71 millions, mais in fine, on doit être à plus de 75, quoi. Donc voilà, Lille a certes perdu en quantité, en qualité sur certains postes, Lucas Chevalier et tout, Bafodé Diakité, c'est sûr qu'il faudra du temps pour le remplacer, mais je trouve que malgré tout, ils s'en sortent quand même super bien, quoi. Et on se rend compte déjà sur les premières journées de Ligue 1, ils sont 3ème, 7 points pris en 3 journées. C'est très positif, hein. Ils sont quand même en train de suivre le train là, qui est lancé par le PSG et par l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, ils sont vraiment ils sont bien. Leur mercato, encore une fois, j'ai été géré de main de maître par Olivier Létang, avec Bruno Genesio aussi. Donc voilà, franchement c'est du super travail. Ça devrait inspirer beaucoup de clubs quand même, parce que je pense évidemment à Nice, de voir Lille avec des moyens moindres réussir à faire ce qu'ils font depuis des années. Olivier Létang qui a redressé l'économie du club, qui l'a relancé. Et voilà, on en arrive à ce point-là avec une nouvelle fois un été qui n'était pas facile du tout à gérer et qui a super bien été négocié, je trouve, par les dirigeants lillois. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo bilan vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao!